Je réponds à toutes vos questions sur le Human Design. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de réitérer l'expérience puisqu'il y a quelques temps je vous ai mis une boîte à questions dans ma story Instagram et du coup c'était l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions et surtout qu'il y a des questions hyper fréquentes qui reviennent très souvent sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion de vous faire cette vidéo sous forme interactive, sachant que j'avais déjà fait ça l'année dernière et en 2022 ça avait super bien fonctionné, donc c'est parti. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le Human Design. Et d'ailleurs, si tu es thérapeute, coach, sophrologue, naturopathe et que tu souhaites intégrer le Human Design dans tes accompagnements, je t'ai préparé un cadeau que tu peux retrouver dans la description et télécharger après cette vidéo. Tu verras que c'est vraiment quelque chose de pépite, donc je te laisse aller voir. Et si tu viens d'arriver par ici et que tu ne connais rien au Human Design, cette vidéo peut-être va te paraître un peu tricky, tu peux obtenir ta carte gratuitement, je t'ai aussi mis le lien dans la description. Alors c'est parti, rentrons dans vos questions les plus fréquentes et aussi un peu plus atypiques. Alors, le truc qui revient hyper souvent, c'est donc une question, un aspect de notre HD qui ne nous parle pas est-il justement un sujet à creuser? En fait, il y a souvent des personnes qui viennent à moi et qui me disent « Ah mais Lisa, j'aimerais tellement me lancer dans le Human Design en tant que sophrologue et tout. » Le truc c'est qu'il y a des aspects dans mon HD où je me reconnais pas du tout et en fait ça me fait peur parce que je me dis si je me reconnais pas, comment c'est possible, etc. Alors qu'il y a des personnes qui se reconnaissent complètement, etc. Alors déjà, j'avais fait une vidéo complète à ce sujet. C'est tout à fait ok de ne pas se retrouver dans sa carte de design humain pour plusieurs choses. La première, c'est que si vous avez jamais eu une lecture de design humain, que vous cherchez les informations sur internet, qu'il y a des choses que ça vous paraît flou et même quand vous cherchez, c'est pas encore très compréhensible. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, sur internet, on va vous donner les éléments un à un, ce qui est normal pour vous les enseigner, pour vous les transmettre. Par exemple, moi, je vais faire une vidéo sur le générateur et puis après vous allez retrouver la vidéo sur l'autorité sacrale. Mais en aucun cas c'est mêlé en fait, c'est pas une interprétation globale et complète et les informations ne sont pas liées ensemble. Et du coup pour cela, parfois il y a des informations qui vont un peu prendre le dessus sur certaines et vous pouvez ne pas vous reconnaître. Pareil, il y a ce qu'on appelle en design humain le conscient et l'inconscient et parfois vous avez beaucoup plus de choses à activer dans votre inconscient et du coup quand il s'agit de vraiment faire cette lecture, quand on vous dit certaines choses, ça résonne pas. Donc ça aussi j'avais fait une vidéo complète à ce sujet, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai les liens directement correspondants. Et la troisième chose, c'est aussi notre expérience. En fait, le Human Design, et ça fera sens avec une des questions qui sera par la suite, c'est que on a toujours notre expérience et on a notre éducation, on a le conditionnement qu'on a de la société, on a été bridé peut-être d'une certaine manière. Donc forcément, toutes ces années à agir d'une certaine manière, quand on va à se respecter vraiment, on se dit mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est moi, etc., etc. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans certains aspects de votre design humain, il y a complètement une explication à cela. Soit c'est parce qu'il y a cette idée de conscient-inconscient, soit c'est parce que justement il n'y a pas cette lecture globale de la carte. Et troisièmement, c'est totalement possible parce qu'on a toute notre expérimentation et notamment on le voit très bien chez les jumeaux parce que dans une carte des jumeaux, on va par exemple avoir pratiquement la même carte, sauf que ils vont peut-être pas aller dans la même école, ils vont peut-être pas avoir les mêmes expériences, ils vont peut-être pas avoir les mêmes amis et du coup, vu qu'ils vivent pas les mêmes choses, ils vont pas vivre leur carte de la même manière. Et c'est très pertinent. Donc, c'est pour cette raison-là. Alors, est-ce que c'est à creuser ou pas? Oui, si tu veux vraiment comprendre le pourquoi du comment, eh bien, ça ne te parle pas. En général, c'est vraiment de respecter ta stratégie, ton autorité. Et de toute manière, eh bien, on verra dans la formation parce que j'ai vu que tu avais rejoint la formation Design Humain aussi. Ensuite, deuxième question, je suis générateur manifesteur. Est-ce que je vais devoir faire des changements de direction pour expérimenter? Alors, très intéressant parce que le profil 3-5, c'est un profil d'expérimentation. C'est vraiment son truc, il va devoir passer par le corps pour comprendre, sauf que, attention, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà dans ta carte, le fait que tu sois MG, que tu vas aimer faire plusieurs choses, mais on va surtout regarder aussi le centre de l'identité. Le 3-5, pour déjà parler de ça, c'est un profil qui va passer par le corps, qui va expérimenter, qui va vouloir faire les choses. Le truc, c'est qu'il y a le 5. Et tu sais que le 5, on lui met les projections dessus. On va peut-être lui dire des choses comme « Ah, mais toi, tu sais très bien faire ça », parce qu'on projette en fait des choses qui ne sont peut-être même pas correctes sur lui. On va attendre de lui qu'il sache faire de l'astrologie, on va attendre de lui qu'il sache faire certaines
certaines choses dans son monde professionnel alors que c'est peut-être pas le cas. Et ça, je vous ramène vraiment à la vidéo sur la ligne 5 que j'ai faite où on projette énormément de choses et parfois des choses qui ne sont pas correctes. Donc là où tu pourrais te perdre dans ta direction, c'est qu'il y ait des projections sur toi, que justement tu prennes ces projections comme vraies, que tu te dises « Ah ben c'est vrai, peut-être que je devrais faire ça » et du coup tu te laisses engager dans des projections alors que peut-être c'est même pas la chose que tu avais envie de faire et du coup tu vas l'expérimenter mais de base c'est pas vraiment toi qui y va avec ta stratégie et ton autorité, c'est vraiment très mental. Comme je disais, ça peut être vraiment très mental, donc c'est à toi de vraiment te connecter à ta stratégie et ton autorité pour vraiment ressentir quelle direction est la bonne pour toi. Est-ce que cette direction vient d'une projection et en fait tu l'as mentalisée et tu t'es dit ah oui bah tiens pourquoi est-ce que je ferais pas ça? Est-ce que tu as le centre de l'identité non défini? Et pareil, le centre de l'identité non défini, effectivement il va expérimenter différentes directions, il va pas avoir une direction fixe tout au long de sa vie. Ça peut aussi être le cas pour le centre de l'identité défini, mais ça dépend réellement. Donc moi ce que je te dirais vraiment en tant que profil 3-5, c'est de te connecter à ta stratégie et ton autorité intérieure pour voir ce qui est le plus juste pour toi et ce qui résonne. Donc oui, peut-être que tu vas faire beaucoup d'expérimentation au niveau de ta direction pour voir ce qui te convient parce que tu as besoin de passer par ça pour comprendre. Et d'ailleurs, sur le profil 3-5, on peut souvent lui dire « Ah, mais t'es une girouette, tu te concentres pas sur une chose ». Parce qu'il met du temps aussi avant de comprendre ce qui est juste pour lui parce que justement, il doit aller dans l'expérience. C'est un peu compliqué pour lui de se dire « Bah tiens, je vais chercher juste l'information, me lancer et être vraiment ressentir que c'est juste pour moi ». Ensuite, troisième question. Alors, c'est deux questions que j'ai mis ensemble en vérité parce que c'était un peu cette même thématique d'amour et de couple. La première, ça c'est la The question qui revient tout le temps, c'est « Je suis projecteur, si une personne me plaît, comment est-ce que je fais si je dois attendre l'invitation ?» Alors, mesdames, messieurs, le projecteur, effectivement, doit attendre l'invitation. Mais c'est pas qu'une question d'attendre l'invitation, c'est aussi une question de reconnaissance. Le projecteur, il a besoin de reconnaissance, mais dans un premier temps, de se reconnaître lui-même. Imaginez que vous êtes dans une relation en tant que projecteur et que dans cette relation, eh bien, cette personne, elle vous reconnaît pas du tout pour qui vous êtes. Elle vous demande d'aller avec lui, par exemple, jouer de la guitare alors que vous détestez ça. Il vous demande que des choses qui n'ont rien à voir avec vos centres d'intérêt. Vous imaginez que vous aimez l'astrologie et lui, il vous demande jamais de parler d'astrologie. Donc là, c'est clairement totalement incorrect. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est juste pour vous, c'est que imaginez maintenant, vous aimez l'astrologie, vous êtes projecteur, vous aimez jouer du violon, etc. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un et en fait, cette personne, elle adore passer du temps avec vous. Elle vous pose tout le temps des questions sur l'astrologie. Elle vous pose tout le temps des questions sur ce que vous faites. Et elle vous dit, ah bah tu veux pas me jouer du violon. Et là, vous vous dites, vous, dans votre tête, oui, mais je suis projecteur, je dois attendre l'invitation. Mais en fait, non, parce que la personne, elle vous a déjà en fait invité, elle vous a déjà reconnu. Et il y a vraiment cette idée de reconnaissance. Mais avant d'attendre la reconnaissance de l'autre, il y a aussi la reconnaissance de soi. Est-ce que moi, je me reconnais moi? C'est-à-dire, est-ce que moi, je reconnais les personnes qui me reconnaissent? Est-ce que je suis capable de couper avec les personnes qui me reconnaissent pas? Et c'est parfois très dur parce que c'est un peu comme dans une famille, quand vous avez un projecteur et que par exemple, il est dans le business et que les autres n'y sont pas, et ben jamais en fait, il est invité à parler de son activité ou de ce qu'il fait et ça peut être hyper dur parce qu'il a besoin de cette reconnaissance, de cette un peu motivation, de cette allez, on y va, etc. Et du coup, pareil, en fait, ben, il y a certaines personnes avec lesquelles il va couper ou il va arrêter de parler. Et bien là, dans le couple, c'est la même chose. C'est est-ce que la personne qui me tape dans l'œil, elle me reconnaît pour qui je suis vraiment, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va me demander des choses qui n'ont rien à voir avec ma personnalité et qui je suis. Donc ça, c'est très très important. C'est pas parce qu'il y a marqué attendre l'invitation pour un projecteur que vous devez être sur le canapé à canaliser toute la journée, ok? Et du coup, en lien aussi avec le couple, il y avait je suis réflecteur et mon copain est projecteur. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour vivre en couple? Alors, bah du coup, si tu es réflecteur et que ton copain il est projecteur, la première des choses, c'est d'inviter ton copain sur ses centres d'intérêt. Il aura peut-être besoin de reconnaissance, de soutien, qu'on lui dise des mots, bah vas-y, mais vraiment, tu peux le faire, tu sais le faire, d'être là pour lui. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, alors je sais pas vous, votre carte de couple, parce que il existe ce qu'on appelle les cartes de composite, donc c'est les deux cartes qu'on va superposer. Je sais pas du tout comment est-ce que vous formez cette carte de composite pour vous donner plus d'informations, mais déjà dans le type, c'est que vous êtes déjà deux non énergétiques. Donc cette idée de prendre du temps, de se reposer, de vraiment pas générer cette énergie du matin jusqu'au soir, ben ça c'est bien parce que vous pouvez avoir plus ou moins un rythme. Toi en tant que réflecteur, ce qui serait incorrect, c'est que le projecteur te demande d'être spontané. Si c'est un projecteur splénique par exemple, il va peut-être te dire ah bien on fait ça, il va être dans la spontanéité, etc. Alors que toi tu auras peut-être besoin plus de temps et plus de profondeur avant de donner des décisions. Surtout que en fait ce qui va être intéressant c'est que toi tu vas le reconnaître, tu vas l'inviter à parler, c'est des choses qui vont être importantes pour lui et lui de
de son côté, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est qu'il ne te laisse pas choisir des trucs très spontanés, qui te laissent le temps pour tes décisions. Et ça dépend aussi quel type de projecteur il est. Imaginons que ce soit un projecteur autoprojeté, ça veut dire qu'il a automatiquement le centre de l'identité défini. Le risque, c'est que lui, il choisisse tout le temps, par exemple, ou qu'il ait le dernier mot sur l'endroit où vous allez habiter, ou que, tu vois, parce que en tant que réflecteur, ton endroit à toi, c'est hyper important. L'endroit où tu vas te situer pour vivre ta vie, tout simplement, tu dois te sentir ultra bien, parce que sinon, le réflecteur, on sait qu'il attire à lui des choses toxiques et qu'il peut ne pas être aligné avec ce qu'il fait quand l'endroit ne lui convient pas, et ça peut être une place au restaurant. Donc, est-ce que ça, en tant que dans votre couple, est-ce que c'est fluide, etc. Donc, tu me diras en commentaire. Ensuite, pareil, j'ai eu 2 questions que j'ai décidé de mettre ensemble parce que c'est des questions qui allaient bien ensemble. Peut-on choisir une destination de vacances en fonction de son human design, et peut-on choisir ses loisirs selon le human design? Alors, en fait, moi, ce que je vous dirais, et ça, c'est souvent ce que la plupart des gens ne font pas, c'est que quand on commence le human design, on voit tellement d'informations sur nos dons, nos potentiels, on se dit ah ouais, mais c'est trop, je vais en savoir plus, qu'en fait, on se concentre jamais sur la base qui est réellement le truc qui va te faire changer ta vie, que c'est la stratégie et l'autorité. Par exemple, pour choisir tes vacances en fonction de ton design humain, tu peux clairement te baser sur ta stratégie et ton autorité, puisque c'est sur ça qu'on se base pour prendre nos décisions. C'est grâce à notre stratégie et notre autorité que notre corps il nous parle, c'est notre boussole intérieure, c'est lui qui va nous guider dans nos choix d'entreprise et au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la clé. Par exemple, si tu es générateur, on pourrait ajouter cette idée d'option, d'attendre de répondre. Exemple, si moi je suis générateur et que je veux partir en vacances, peut-être que mon conjoint il va me lister des villes où on aimerait partir, et moi en fait je vais ressentir dans mes tripes celle qui m'appelle le plus et qui me met le plus en joie. Donc il y a vraiment cette idée de stratégie, de type, d'autorité. Pour moi c'est super important. Après forcément en fonction de ton environnement aussi dans ton design humain, ça peut jouer, parce que imagine que tu as l'environnement, je sais pas, grotte, peut-être que tu aimeras les endroits un peu plus intimistes, etc. Je sais pas si une croisière ça ira à la personne qui a l'environnement grotte, je sais pas du tout, parce qu'en général c'est des endroits où il y a beaucoup de monde. Après quoique ça peut être cloisonné dans ton petit cocon, mais c'est vrai que l'environnement grotte il aura vraiment besoin de sa paix, tu vois, d'être dans un endroit fermé, dans un endroit clos, où il peut aussi se retrouver avec lui-même. Donc je t'invite aussi à regarder les environnements, et si tu écoutes ma réponse ou si d'autres personnes écoutent ma réponse, mettez-moi dans les commentaires, j'ai un article de blog complet sur les 6 environnements en human design. Et ensuite, peut-on choisir ses loisirs en fonction de son human design? Alors bien évidemment que grâce aux canaux, tu vas pouvoir plus ou moins orienter ta voie professionnelle, qu'est-ce qui t'anime le plus. Par exemple, si tu as la porte 61, ça dépend comment elle est dans ta carte, mais en général, c'est des personnes qui aiment beaucoup les choses ésotériques, comme le human design, le tarot, l'astrologie, le pendule. Ça va vraiment dépendre. Mais par exemple, quand tu dis loisirs, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire les activités dans lesquelles tu aimerais faire à côté du travail, ou vraiment le travail? Parce que dans les 2 cas, pour moi, tu peux le voir. Imagine que tu as le canal 1949. En général, c'est des personnes qui travaillent très bien avec les animaux, parce qu'il y a cette sensibilité avec les animaux. Et ça m'étonne même pas. Les personnes qui ont ce canal-là, ils veulent devenir, par exemple, vétérinaires, ou ils veulent devenir assistants vétérinaires, ou ils vont aller travailler avec les animaux dans les zoos, etc. Parce que il y a vraiment ce truc avec le monde mammifère et le monde animal. Pareil, les personnes qui ont le 1762, c'est des personnes qui vont adorer organiser des événements, des mariages, qui sont très visuels, qui vont vouloir le beau, des baby showers. Après, pour les loisirs, oui, parce que tu peux te référer à ces canaux-là. Et encore une fois, c'est toujours ta stratégie et ton autorité. Il n'y a pas un loisir correct pour un human design. C'est vraiment qu'est-ce qui, toi, te fait envie. Je pense que ça dépend réellement de toi, de ce qui t'appelle et de ce que vraiment tu as cette envie de le faire. Je sais que les gens qui ont une ligne 2 dans leur human design, ils vont adorer les loisirs un peu naturels, comme par exemple créer des savons, faire des ateliers de poterie, faire des ateliers de création de cosmétiques, parce que la ligne 2, elle est naturellement sélective et elle adore ça. Donc il peut y avoir, ça dépend encore une fois de ta carte. Ensuite, qu'est-ce que la digestion indirecte en human design et quel type d'alimentation dans ce cas? Alors déjà, il faut savoir que la digestion en design humain, c'est pas forcément quel type d'aliment, ça peut, mais pas dans cette couleur-là, parce que ça, c'est la couleur numéro 6, et je te dis parce que moi, j'ai la couleur 6 en lumière directe, et toi, tu me parles de la lumière indirecte. En fait, c'est plus les circonstances dans lesquelles elles vont manger. C'est des personnes qui vont mieux digérer soit le soir, ou qui vont prendre leur plus gros
repas le soir. Mais sache aussi que la digestion en Human Design, c'est pas que la digestion alimentaire, c'est aussi la digestion d'informations. Et ce qui est très important pour la couleur numéro 6, c'est les ondes. C'est vraiment les ondes, c'est tout ce qui va être Wi-Fi débranché la nuit. Je te dis parce que moi j'ai cette couleur-là et il suffit que je passe trop longtemps avec mon casque de musique sur la tête, je vais commencer à sentir et à pas me sentir bien de par les ondes. Et du coup, je le sens aussi quand je vais aller manger et tout au long de ma journée. Par exemple, c'est des personnes qui vont pas du tout apprécier peut-être la nourriture au micro-ondes. C'est des personnes qui vont être très sensibles aux ondes, comme je disais, aux fréquences autour d'eux et surtout au niveau de lumière. Donc peut-être que tu vas préférer prendre tes repas dans des endroits plutôt sombres, pas forcément sous le soleil, que tu vas aimer aussi peut-être te mettre dans, tu vois, dans un endroit un peu, pas, je dirais, là où il fait tout noir, mais par exemple, c'est vrai que manger quand le jour n'est pas encore levé, c'est mieux. Ou manger quand le soleil est couché, parce que c'est manger pas forcément sous le soleil comme la lumière directe, mais vraiment dans cette idée de lumière indirecte en fait, où il n'y a pas une lumière directement sur moi. Ça peut être manger avec des bougies, ça peut être manger un peu dans une lumière tamisée, et surtout cette histoire d'ondes, parce que tu verras que ça influence beaucoup la manière dont tu réceptionnes les informations et dont tu digères. Après, j'avais la question, coucou, j'aimerais savoir comment interpréter les lignes et comment on peut voir les relations. Alors, déjà, comment est-ce qu'on peut voir les relations? Ça, j'ai pas trop compris cette question, mais je pense que c'est une bonne réponse à vous donner. En fait, les relations en design humain, on va toujours commencer par regarder les personnes individuellement, et après, on va faire ce qu'on appelle un composite. C'est les deux cartes en fait superposées, et grâce à ces deux cartes superposées, on va pouvoir les deux ensemble, comment est-ce que le couple il va agir, qu'est-ce qu'on peut projeter sur le couple, comment est-ce que le couple il est dans sa vie au quotidien, c'est quoi les forces du couple, parce que du coup ça devient une entité en fait. Si tu veux, deux design humains réunis, ça devient comme une personne, et du coup quand vous êtes ensemble, cette personne agit de cette manière-là. Et c'est vrai que en premier, on va d'abord regarder le type énergétique. Du coup, je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et après, comme on en a discuté sur Instagram, tu me parlais des lignes et tu me disais les lignes derrière les portes. Alors, c'est vrai que quand vous faites une formation design humain et que vous avez la subtilité des lignes derrière les portes, ça apporte beaucoup d'informations supplémentaires et des choses hyper pertinentes. Comme par exemple la porte 1, c'est la porte de l'expression de soi. Et on sait que la porte 1 en ligne 2, c'est des personnes qui adorent le beau, qui vont adorer avoir un beau feed Instagram, qui vont détester les gribouillis, qui vont détester en fait que ce soit, par exemple, ils vont écrire sur un papier, s'il y a une seule rature, ils vont déchirer, ils vont refaire. Ah, ça apporte vraiment des choses incroyables. Et en fait, c'est vrai que si tu devais apprendre toutes les portes avec leurs lignes, en fait, si tu veux, réfère-toi d'abord aux lignes des profils parce que ça a cette même connotation. C'est-à-dire que la ligne 1, il y aura toujours cette idée d'investiguer, ce côté voilà, de vouloir chercher l'information en fonction de la thématique de la porte. La ligne 2, ce sera toujours le naturellement talentueux. Si j'ai une porte avec une ligne 2, peut-être que je vais pas forcément reconnaître mon talent là-dedans. Si j'ai une porte en ligne 3, c'est cette idée d'expérimentation. Si j'ai cette porte avec une ligne 4, c'est cette idée de communauté. Si j'ai cette porte en ligne 5, c'est cette idée de vraiment universaliser, d'être dans le plus haut point. Et la ligne 6, c'est je vois déjà plus loin, je suis un peu perfectionniste là-dessus et puis je suis le rôle modèle, le mentor. Donc tu peux te référer à ça et pour cela, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur chaque ligne. D'ailleurs, j'ai fait une sur chaque ligne, plus business. Je t'invite aussi à aller voir, mais ce que je t'ai dit là, ça va déjà beaucoup te servir. Avant-dernière question, je ne vous trouve pas dans le registre des professionnels certifiés comme beaucoup d'autres professionnels qui s'avancent à former et à analyser en Human Design. Y a-t-il une raison à cela? Alors oui, il y a une raison à cela. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre de vous former au Human Design là où vous souhaitez vous former en fonction de votre stratégie et votre autorité. Il faut vraiment aller là où ça vous appelle, faire la lecture de cartes avec qui ça vous appelle et en aucun cas, vous êtes obligé de passer par quelle formation pour vous former. Vous pouvez très bien proposer des lectures de design humain. Comme moi, les élèves de ma formation qui proposent des accompagnements en design humain, des lectures de design humain, qui intègrent le Human Design dans leur pratique de praticien du bien-être, que ce soit sophrologue, coach sportif, etc. D'ailleurs, j'ai fait un post complet sur mon compte Instagram sur cette idée de certifié et pas certifié. Aujourd'hui, vous êtes totalement libre de droit de vous former et de proposer des lectures et de suivre la formation qui résonne le plus pour vous. Si vous me trouvez pas là-dedans, c'est simplement que j'ai pas suivi cette formation traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est une autre question qu'on me pose souvent. On me demande où est-ce que je me suis formée au Human Design. Donc effectivement, j'ai commencé par la voie traditionnelle, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une voie traditionnelle parce que c'est la première formation sur laquelle j'ai
j'étais tombée qui s'était dite officielle. Au final, j'ai décidé de quitter pour aller me former du côté des États-Unis parce que c'était bien plus concret, bien plus spécifique. Et d'ailleurs, j'ai pas fait une formation qui était dite officielle, mais c'est à vous en fait de vraiment ressentir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Et dernière question, est-ce que le design humain n'est pas une forme de conditionnement? Alors, pas du tout. En fait, c'est toujours le prisme que vous allez lui apporter. Ça peut être un conditionnement. Par exemple, si vous dites Je suis générateur manifesteur émotionnel, donc je suis multitâche et je peux pas te décider. pour moi, ça c'est très mental. Parce que en réalité, quand on regarde vraiment le design humain avec sa stratégie et son autorité, on s'attache pas aux choses de son design humain comme quelque chose qui pourrait être vrai et nous empêcher d'avancer. Je m'explique. Par exemple, dans ma carte, je sais que j'ai la porte 36 des crises et que c'est une porte qui va adorer faire des expériences et qui peut parfois être dans l'ennui, qui va créer des crises émotionnelles. Et en fait, le jour où on m'a dit ça, on m'a aussi dit que je pouvais m'éparpiller, que je pouvais aller dans des expériences qui n'étaient pas correctes pour moi, que peut-être j'allais aller dans des expériences qui n'étaient pas correctes pour moi. Ça, c'était lors de mes premières lectures. En vrai, oui, c'est vrai que ça peut, mais est-ce que je vais laisser ça comme me conditionner et me dire ah donc je vais m'éparpiller, etc. Non, pas du tout. Parce que c'est vraiment toujours notre stratégie, c'est vraiment le corps qui parle et qui nous emmène. En fait, ce qui est vraiment juste avec le Human Design, c'est que quand vous vous connectez vraiment à cette stratégie et cette autorité intérieure, c'est comme si déjà les choses de vous devenaient beaucoup plus fluides et beaucoup plus alignées. Et c'est pour ça que cette idée de case, pour les personnes qui l'intègrent et qui l'expérimentent et non pas qui l'apprennent de manière très scolaire, c'est-à-dire module 1, module 2, effectivement qu'il y a ça, mais il y a aussi toute la partie pratique, la partie expérimentation qui est hyper importante, ne sont pas du tout là-dedans. Et par exemple, c'est vrai que peut-être qu'on me dit de mon fils, ouais, qu'il est projecteur, qu'il va prendre mon stress parce que moi j'ai la racine définie, il a la racine non définie. Ok, je suis consciente de ça, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois que mon fils il est un peu plus nerveux, je vais me dire oh mon Dieu, c'est ma faute, j'ai la racine définie, etc. Non, je vais juste observer et trouver des solutions en fonction de ça. Donc le Human Design peut conditionner à partir du moment où on l'apprend et on le regarde de manière très mentale. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui sont conditionnées aujourd'hui avec le design, mais encore plus parce qu'ils cherchent les informations, mais ils veulent pas expérimenter, ou du moins, il n'y a pas eu cette transmission d'expérimenter. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de regarder l'information avec de la hauteur et de se dire, ok, est-ce que ça s'est déjà présenté dans ma vie? Comment est-ce que ça s'est présenté? Si oui ou si non. Et de pas en faire comme quelque chose de, oh mon Dieu, j'ai la porte 21 du contrôle, donc je dois tout contrôler. Et puis du coup, je fais du mal à ma famille. Stop ça, parce que pour moi, c'est vraiment pas du tout la transmission du design humain. Pour moi, c'est un outil qui doit vraiment être là pour nous aider à avancer. Ça pourrait s'appeler schmilblick bidule machin, que j'en ferai toujours, mais c'est pas pour le design humain. C'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui nous apporte pour avancer dans notre chemin, mais pas genre, ok, je me fais complètement conditionner par ça. Il y a quand même deux manières différentes de faire. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon cadeau. J'en parle clairement dans ce que je vous offre dans la description. Je vous laisse télécharger ce cadeau que je vous ai préparé parce que du coup, j'explique tout ça, comment c'est possible, etc. Donc voilà pour cette vidéo YouTube. Mettez-moi dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez que je vous partage suite à toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Sur ce, sachez qu'il y aura d'autres sessions questions-réponses. Pensez à me faire vos retours dans les commentaires si vous êtes intéressés. Je les mettrai dans un document à part. Et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.